Bon, Marion, bienvenue pour ces entretiens du fil d'Aria. Toi, Marion, tu bosses en Suisse, donc tu as un éclairage qui est un petit peu particulier parce que vous allez sortir du confinement bah là, hein, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir bah d'abord comment vous l'avez vécu ce confinement, et puis comment la reprise va se faire en Suisse, parce que vous nous devancez, donc c'est extrêmement intéressant pour nous de savoir comment ça se passe chez vous. Est-ce que les patients sont paniqués? Est-ce que finalement ils prennent rendez-vous? Quelles mesures vous avez mis en place, etc., etc. Et puis ensuite, ça c'est pour le court terme, c'est pour l'aujourd'hui, hein. Et puis sur le moyen terme, d'après toi, quel va être l'impact de de cette crise sur notre profession il y aura un avant et un après. Enfin, on peut imaginer qu'il y aura un avant et un après, bien que personne n'ait de, de boule de cristal. On a tous le droit d'avoir un avis. Mm. Bon, je te présente très rapidement. Tu travailles en Suisse depuis quelques années. Tu étais interne à Lyon. Tu t'es spécialisé en chirurgie orale. J'ai eu la chance de t'avoir comme interne. Et puis maintenant, tu as pris une position assez prépondérante en chirurgie orale dans le groupe Ardentis. Et tu as limité ton exercice quasiment à l'implantologie. Tu développes un certain nombre de choses avec Christian Kochman. Aujourd'hui, tu commences à faire des conférences internationales. Alors, je dis commence parce que bah, ta jeunesse fait que tu es encore en début de carrière. Donc, on imagine que ça va se poursuivre longtemps. Et voilà, ce qu'on voudrait avoir, c'est ton éclairage sur la question. Alors d'abord, première question, le confinement, vous en sortez. Comment il a été vécu chez vous? Ok, bah écoute, d'abord Thomas, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui et puis de pouvoir partager parce que moi j'ai quand même travaillé hyper longtemps en France. Donc oui, je suis en Suisse, mais j'ai travaillé en cabinet, comme hospitalière, comme maître de conf, etc. Donc je me sens très proche de ce qui se passe encore en France. J'ai toute ma famille là-bas, donc ça compte. Donc ouais, nous, le confinement, il a été. J'ai pu comparer, hein, parce que j'ai mes amis, mes collègues, anciens collègues, ma famille en France. Il a été vécu de manière assez similaire, je pense, à ce que vous avez eu, vous, en France. Si ce n'est que je pense que c'était un semi-confinement avec des mesures peut-être moins coercitives. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, et ça je pense que c'est plutôt historique, on a un fonctionnement plus germanique, dans le sens où c'est une vision un peu moins verticale. Certes, on est un État fédéral, mais c'est surtout les cantons qui Ouais. ont un gros impact, hein, sur la vie quotidienne. Et puis du coup, je pense qu'ils ont beaucoup plus misé sur finalement la responsabilisation individuelle. Et au final, ça a été le cas. Globalement, hein, je crois qu'il y a eu très très peu de verbalisation. On avait des règles assez proches des vôtres, hein, on n'avait pas le droit de faire des gros regroupements de plus de 5 personnes. Globalement, l'activité s'est complètement stoppée, hormis quelques secteurs d'activité, mais très peu comme en France. Mais Donc vous ça a avez un été temps de bien confinement qui suivi. était de combien? Vous aviez un temps de confinement qui était de combien? Nous, on a commencé notre confinement le 16 mars. Ah, comme nous alors, oui. Oui, d'accord. Donc Ouais, vous en sortez exactement 15 comme jours vous. avant nous. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est au niveau de la population en général, ça s'est passé comme ça. Comment ça s'est passé pour les cliniques dentaires? Pour les cliniques dentaires, c'était un peu différent par contre de ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'obligation de fermer nos cabinets. En revanche, on a eu l'obligation de ne prendre que les urgences vraiment considérées comme urgentes, hein, c'est-à-dire pas la petite urgence d'un amalgame qui blesse ou quelque chose comme ça, c'est vraiment l'abcès, la douleur insupportable, le risque infectieux majeur, notamment chez certains patients. Donc ça, on a eu donc la possibilité, je dis bien la possibilité, de garder les cabinets ouverts. Comment ça s'est passé en réalité? Un certain nombre de cabinets ont tout simplement fermé parce qu'ils ne se sentaient pas aptes à gérer les urgences, ou ils n'avaient pas les moyens de le faire comme ils le souhaitaient, ou par décision personnelle, etc. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas eu les masques FFP2 tout de suite. On les a eus début avril, la première semaine d'avril. Donc, il y a quand même eu 15 jours où on n'avait pas ces fameux masques. On avait des visières, on avait des masques chirurgicaux en quantité suffisante. On avait des surblouses, donc on avait quand même pas mal de choses, mais pas ces fameux masques. Ça, c'était Puis à fourni partir par l'État ou c'était fourni par l'État? Ouais, en fait, il y a une centralisation qui se fait si je ne me trompe pas, à Berne. C'est Berne qui gère les stocks. Et puis ensuite, c'est redistribué par la médecine cantonale.
C'est un médecin Ouais, alors, cantonal qui nous en gère. France, c'est très différent. Les dentistes, en fait, ce sont les URPS qui se sont organisés pour nous fournir des masques, hein. Donc, c'est pratiquement la profession qui a acheté. Alors, je ne sais pas dans quel détail, mais peut-être pas sur ses deniers propres. Mais en tout cas, c'est pas l'État qui a fait la distribution. C'est clairement la profession qui s'est organisée, hein. C'est un circuit parallèle, hein. Ce qui a Bah d'ailleurs là, passablement énervé la profession parce qu'on a eu le sentiment d'être un peu mis à l'écart des professions soignantes, notamment par notre ministre dans un discours qui va faire date, je crois, vu la réaction sur les réseaux sociaux. Mais la France, oui, c'est la profession qui s'est organisée, hein. L'État a été un peu. voilà, c'est pas vraiment ça parce qu'en fait, ils nous ont vraiment assimilés aux professions de santé, que les choses soient claires. Et puis du coup, non, il y a eu vraiment, ils ont centralisé vraiment cette notion de masque et je pense que c'était bien de le faire parce qu'à un moment donné, il faut savoir où t'en es sur tes stocks, etc. Et ensuite, ça a été redistribué par canton. Donc après, chaque canton a fait comme bon lui semblait aussi, mais dans l'absolu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a normalement, et nous on va reprendre là le 27 avril, mais on pourra en discuter parce qu'on a des conditions de reprise quand même. Mais normalement, on pourra travailler avec un masque FFP2 par dentiste et par assistante dentaire. En Et, considérant par contre que le dentiste a une seule assistante dentaire, parce que là, ils ont quand même dû un peu. Ils n'ont pas non plus pléthore de masques FFP2, que les choses soient claires. et la recommandation, par exemple, vous avez un masque par patient ou vous le changez à chaque patient ou on va dire, ça dure 3 4 heures? Non, non, c'est un masque par jour actuellement. Ah, par jour? Par jour. Ah oui. Ouais. Mais ça, on pourra revenir dessus parce que je vais t'expliquer. Enfin, nous, en fait, juste pour finir sur cette histoire de confinement et comment il s'est passé, voilà. Du coup, au niveau des cabinets dentaires, ça s'est passé comme je t'ai dit, c'est-à-dire on a vraiment eu la possibilité de les garder ouverts ou fermés. Nous, nos cliniques, en fait, Ardentis, c'est 13 cliniques, en fait. C'est un des plus gros, j'aurais envie de dire, conglomérats de cliniques, en fait, que tu puisses trouver là dans la Suisse francophone. Et en fait, déjà, il y a une prise de conscience assez tôt de ce virus. Donc nous, en fait, ils ont annoncé qu'on devrait arrêter nos activités le lundi 16 mars au soir. Et dès le vendredi qui précédait, et ça, je pense, grâce, tu vois, à une forme de conscience collective, un esprit de groupe, tout le monde s'est un peu associé. C'est aussi l'intérêt des structures comme ça, c'est que tu discutes, tu échanges, chacun partage ses idées. On a une direction qui a suivi aussi, ça compte aussi. Et dès le vendredi, en fait, dès le vendredi matin, on a commencé à ne faire plus que les urgences parce qu'on a eu conscience réellement de ce qui est en train de se passer. Et c'est pas rien de faire ça, je pense, pour un groupe comme ça, parce qu'à chaque journée non réellement travaillée, c'est des sommes assez colossales qui sont perdues aussi. 13 cliniques, Les dentistes français te le confirmeront, hein. Ouais, donc ils ont eu ce courage, j'aurais envie de dire, ce cran-là de le faire. Et puis nous, dès le lundi, on était déjà, alors que normalement ça allait se mettre en marche le lundi soir, on était déjà en fonctionnement restreint par binôme qui n'allions gérer que les urgences. Donc après, il y a Donc, eu de dentistes, ouais, mais donc binôme, pas non, alors d'assistant. dentiste-assistante, non, Ah non. oui, ok. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on estime que celles qui sont le plus à même de savoir comment marche l'AST, etc., ça reste nos assistantes, en fait. Oui, nous, il y a eu, en France, il y a eu un réflexe, j'ai pas bien compris non plus, qui a consisté à dire, enfin, un binôme de praticiens et les assistantes n'ont pas vocation à être, pour employer les termes exacts, n'ont pas vocation à être au cabinet. Je suis assez d'accord avec vous que finalement, mais ça, c'est pas encore dans la culture française, de dire que les assistantes sont vraiment le maillon fort de l'hygiène. Je ne suis pas convaincu que les dentistes aient autant de compétences, d'autant que peut-être qu'à la sortie de la formation initiale, ils l'ont et puis ils la maintiennent au cours du temps. N'empêche que ce pas les praticiens de l'hygiène, c'est véritablement les assistants qui sont en première ligne. D'une part, Ouais, et c'est ce que je important, trouve mais très on a intéressant, vraiment cette. ce que je trouve très intéressant dans le fait d'avoir fait travailler les assistantes, c'est que vraiment ils sont impliqués en tant que personnel de santé, en tant que véritablement soignants. Les mettre de côté, j'ai trouvé ça un petit peu. Il y en a beaucoup qui l'ont exprimé en disant ouais, mais on nous demande de plus venir dans les cabinets, c'est un peu nous négliger. Donc je trouve que ce que vous avez fait en Suisse est assez bien vis-à-vis de ce corps de métier. Ouais. Je trouve, enfin, personnellement, qu'elles ont un rôle plein et entier à jouer. Elles ont des compétences qu'on n'a pas. Oui, oui, oui. Ou,
clairement, et elles s'y connaissent bien mieux sur moi. Je suis désolée, mais j'y connais rien sur mon. J'y connais rien, je plaisante, mais je connais pas grand-chose en réalité sur les procédures de désinfection, comment se passent les cycles, comment je dois les mettre en place, etc. Donc oui, elles ont un rôle à jouer primordial. Deuxièmement, on n'est jamais aussi mal, je pense, assisté au fauteuil que par un confrère. On l'a tous expérimenté. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu un étudiant, un confrère, c'était toujours moins bien assisté qu'avec mon assistante qui a tout le temps l'habitude d'être avec moi et qui a le geste sûr, c'est-à-dire qui aspire au bon endroit, qui évite les projections, qui fait ce qu'il faut, qui sait rassurer le patient, qui sait nous rassurer parfois même aussi. J'ai envie de dire que voilà, c'est un binôme gagnant, hein, dentiste-assistante, c'est pas autre chose. Il faut le voir comme tel, c'est une entraide. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est primordial et moi je crois qu'en plus les assistantes sont fières aussi d'avoir pu jouer ce rôle. Enfin, pourquoi les mettre en dehors de ce qui se passe. Nous on a eu des groupes WhatsApp dans les cliniques hyper sympas, très sympas ces groupes WhatsApp parce que chacun y allait je donne un peu de courage aux autres et c'était je pense que ça a maintenu la cohésion d'équipe. Ça a permis aussi parfois d'alléger ce terrain qui était quand même assez anxiogène et ça a eu un réel effet bénéfique. Parfois, il y avait des blagues dessus, parfois, il y avait des infos importantes, parfois, voilà, c'est un groupe d'échange, mais qui permet de maintenir le lien et ça a super bien fonctionné et je pense qu'au final, on est tous dans le même bateau. Voilà. Il y a peut-être une hiérarchie, certes, mais on est tous dans le même bateau, malgré tout, dans cette histoire. Donc, tout le monde est confronté. Puis nous, dans les cliniques aussi, bon, ça, c'était aussi une obligation pour l'employeur hein, qui avait été clairement donnée, mais toute personne qui était vulnérable ou ayant dans son entourage des personnes plus vulnérables avait été mise de côté, entre guillemets, pour la préserver. Et ça, je crois que c'était quelque chose de tout à fait intéressant et qui a permis aussi de rassurer les personnes qui auraient pu être inquiètes dans cette période qui est foncièrement, je pense, anxiogène. Donc nous, on a vu peu de patients, on a maintenu un contact téléphonique avec nos patients et puis on a réussi à faire ça. Puis maintenant, nous, on est dans la sortie de crise. Nous, on est dans le déconfinement. Alors ce déconfinement, il est par tranche, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs scénarios qui ont été envisagés. Au début, ils avaient parlé d'un scénario par tranche d'âge qui serait libéré. Ça n'a pas été choisi. Il y a eu aussi un scénario où il parlait d'attendre que vraiment il y ait une diminution du nombre de patients Covid pour ensuite aller tester de manière très large et ensuite faire des traçages même de patients. Bon, j'ai vu que l'EPFL et l'EPFZ, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et de Zurich, ont quand même mis un outil potentiel de traçage qui sera potentiellement utilisable si les personnes sont d'accord. Donc, ce n'est pas pour aller au-delà de la liberté de la personne, mais c'est un outil qui est en train de se mettre en place, malgré tout, donc qui pourrait peut-être aider. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de faire un déconfinement plutôt par secteur d'activité. Donc, je sais pas, je vais essayer de te partager mon écran parce que j'avais préparé un peu 2-3 slides qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, nous, le confinement, c'était les recommandations. Dans nos cliniques, tu vois, on avait mis un petit onglet qui prévient les patients, qui leur explique qu'on pouvait les voir pour les urgences, ce genre de choses. Ça, c'était important. On a un site CoronaCheck aussi qui a été mis en place en Suisse pour même que chacun puisse aller vérifier si potentiellement il avait des signes de coronavirus, ce qui n'était pas inintéressant pour avoir plus d'infos, aller un peu plus loin. Et puis, bon, ça, c'est les recos. Et le déconfinement, c'est ça. D'ailleurs, je crois même que ça, tu me l'avais envoyé, tu l'avais vu, toi, oui, je l'avais vu. ce document. C'était dire que, voilà, nous, le 27 avril, donc lundi qui vient, on va se retrouver à être déconfinés au même titre que les coiffeurs, certaines personnes qui travaillent au contact de l'autre, telles que des masseurs, des podologues, etc. Et puis le 11 mai, là, ils vont libérer les écoles, notamment les écoles primaires, tout simplement aussi pour permettre aux parents qui ont repris le travail d'être déchargés de cette charge, parce que c'est pas évident de s'occuper des enfants. Ah oui, ils ont distingué le 27 et le 11 mai. Nous, on n'a que le 11 mai, en fait. Et encore. Ouais. Nous, on est les premiers, en fait, à être déconfinés, les tout premiers, avec les centres, voilà, avec les fleuristes. Et voilà, donc ils ont choisi certaines. Je n'ai pas tout à fait compris tous les choix, je t'avoue, pourquoi certains plus que d'autres. Ça ne me semblait pas si évident que ça, mais
par exemple, tu vois, ils prennent des centres de tatouage qui réouvrent en même temps que nous. Voilà, bon, c'est assez. Ils ont fait des choix. C'est pour la petite histoire. Ouais, c'est pour la petite histoire, mais je trouve assez drôle. Le 11 mai, donc il y aura encore une autre couche de la population qui va être déconfinée. Normalement, le 8 juin, là, ça va être vraiment un déconfinement plus complet. Donc, c'est vraiment la stratégie qui a été utilisée. Juste, je pense que c'est intéressant de montrer les chiffres un peu de où on en est, nous, en Suisse, même par rapport à la France. Là, c'est le site Worldometers qui est vachement bien fait, qui permet en fait de comparer pas mal les pays entre eux. Ça, c'est globalement en ce moment, les gens dans la finance utilisent ce site-là pour avoir une idée de l'impact du Là, coronavirus au niveau on a mondial. 20 700, c'était quand c'était il y a, aux alentours du 26, non, du combien? Du 20 mai? Du 20 avril? Écoute, je pense que je l'ai remodifié. Non, ça c'est très récent. Ça, c'est les chiffres récents. En tout cas, tu vois, ce qui est intéressant, c'est le nombre de gens testés par million de population. Et on est à 26 000 en Suisse contre 7 000 en France par million de population. Donc nous, on a fait beaucoup, beaucoup de tests. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi on a autant de cas par million d'habitants. Vous avez très C'est-à-dire peu de morts, 2400 en France pour 3002 en Suisse à peu près. Et par contre, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de morts par million d'habitants. Et en Suisse, on a 171 pour 319 en France. 2,5 fois plus, nous. Hein. Ouais, ça permet de comparer un peu. Je trouvais que c'est pas inintéressant. Ce site, il est super bien fait. Il est réactualisé globalement. Faut regarder les chiffres de la veille pour qu'ils soient justes. Et puis ça, c'est coronadata.ch. Ça, c'est ce qui suit. Alors là, il y a des données qui sont d'une précision absolue, une très très grande, j'ai envie de dire, transparence sur les chiffres et qui sont données par canton. Donc nous, le canton de Vaud, on est en vert, tu vois, c'est ici. Donc nous, on a été quand même le canton qui était globalement le plus impacté avec le Tessin. Et globalement, voilà, on voit vraiment que nous, le moment où le confinement a commencé, je te dis que c'était le 16 mars, tu vois, on était là. Ah oui. Après, on a eu le pic. Et puis nous, maintenant, on est là. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a toujours beaucoup de tests qui sont faits. Il y a environ 200 cas détectés au niveau de la population générale en Suisse. Tout canton confondu. Donc on est vraiment sur une décroissance complète de ce virus. Après, qu'est-ce qui va se passer une fois le déconfinement et quand on va réouvrir, ça on ne sait pas trop pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a eu une vraie courbe assez régulière en fait de diminution du coronavirus. Donc ça, c'était intéressant. Je pense que c'était intéressant de faire un petit point sur ces chiffres. Voilà, donc globalement, tu vois, on en est là. Après, nous, comment elle se passe la sortie de crise? On a eu des recommandations de pratiques par la SSO. Elles sont assez généralistes, j'aurais envie de dire. Il n'y a pas grand-chose qui varie par rapport à ce qu'on faisait quand on prenait les patients pendant les urgences, c'est-à-dire qu'ils recommandent globalement de faire à peu près les mêmes choses, de maintenir une distance de sécurité en salle d'attente, voire de ne pas prendre de patients en salle d'attente, de les emmener directement au fauteuil, dans le cabinet, de porter l'ensemble des protections qu'on a à disposition. Donc, ils ne spécifient pas le masque qu'on doit utiliser, sauf si le patient et coronavirus déclaré, là, ils disent de porter un masque FFP2, mais sinon, ce n'est pas spécifié. Par contre, ils disent masque, visière, lunettes, sur blouse. Voilà ce qu'on demande. Ils ne sont pas très clairs sur, tu vois, la gestion de l'air dans le cabinet. La surblouse, c'est un par patient, par contre, là. Normalement, oui. Mais après, là encore, il y a un problème de matériel, malgré tout. Ah oui, oui, non, mais là, il y a une tension sur la production des surblouses, on le voit bien. Hein. On voit arriver les masques, mais du coup, les surblouses, on ne les voit pas arriver. Par contre, on utilise aussi, tu sais, ces tabliers d'endo en plastique. Ouais, ouais. Voilà, bon, je crois qu'aussi, malgré tout, on est tous dans une période d'adaptation où là, nous, on sait qu'on va reprendre en ayant les masques FFP2. Est-ce qu'on va réussir à les avoir encore longtemps? Est-ce qu'on en aura suffisamment? Est-ce que nous, chez Ardentis, on s'est carrément fait un petit protocole en interne pour savoir comment on allait prendre nos patients en charge. Ce protocole, il est donc on a transmis aux assistantes, aux médecins dentistes ce qu'on devait faire. Donc les patients rentrent dans le cabinet, doivent se désinfecter les mains, doivent porter un masque. On leur donne un masque chirurgical jusqu'au moment où on les emmène au fauteuil. Ensuite, on les installe au fauteuil. Donc autant que possible, on les garde pas en salle d'attente.
On a des distances de sécurité. Alors attends, est-ce que j'arrive aussi à te montrer ça? J'avais demandé une photo à une de nos assistantes. Ouais, on est comme ça, tu vois, dans les cabinets. On a carrément installé les distances pour les patients, pour qu'il n'y ait pas trop de proximité. Donc, ça a vraiment été Tiens, c'est pris drôle. en amont, ouais. Et donc, Et puis, chaque patient doit être sur une flèche, c'est ça? ouais, D'accord. tu suis, comme ce qui s'est fait dans les supermarchés ou n'importe où. Finalement, on est un peu dans les mêmes situations. Aussi pour protéger les personnes à la réception. Enfin, je veux dire, tout le monde est dans le même bateau, une fois encore. Donc voilà, il y a des mesures comme ça. D'autres mesures qui ont été prises où pour l'instant, les médecins dentistes généralistes, entre guillemets, hein, parce qu'ils font tout, eux vont plutôt commencer par demi-journée. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur 2 fauteuils. Oui, d'accord, bien sûr. Oui, Donc, bien sûr. les spécialistes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'un bloc pour la chirurgie, on a besoin d'un microscope quand on fait de l'endo, et on en a bien sûr, on a besoin de tout ça. C'est peut-être un peu moins simple à mettre en place, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se passe. Est-ce que ça va être tenable longtemps de travailler sur 2 fauteuils? Je ne sais pas trop économiquement, mais en tout cas, pour l'instant, comme on a quand même encore une imprégnation du virus dans la population. Enfin, donc voilà. Et ce que disent la SSO, c'est qu'elles sont pas super claires dans le sens où on ne sait pas combien de temps on va devoir appliquer ces recommandations-là. Déjà, ça, c'est le premier truc. Est-ce que ça va durer longtemps, pas longtemps? Pour l'instant, on ne sait pas. On va observer aussi parce que est-ce qu'en déconfinant, on va avoir à nouveau une augmentation importante du nombre de cas? On ne sait pas. Par contre, ce qui est recommandé, et ça, je crois que pour nous, c'était assez clair, c'est que, et même, tu vois, on avait des craintes à savoir comment allait se faire la reprise, parce que potentiellement, on pouvait craindre une vraie récession. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que nous, on a des listes de recall pour nos patients. On a fait des listes assez claires où on a distingué les patients qui étaient vulnérables. Et ceux-là, pour l'instant, et ça fait aussi partie des recos de la SSO, on ne les voit encore pas. Ou en tout cas, on essaye au maximum de les dissuader, même si on est autorisé à faire les soins chez eux. Hein, on n'est pas interdit de le faire, mais le bon sens veut que pour l'instant, ce ne soient pas les premières personnes qu'on réintègre dans nos cabinets. Et si on doit le faire, et ça c'est une reco de la SSO, on doit bien choisir le moment de la journée où on le fait. C'est-à-dire diminuer au maximum les interactions avec d'autres patients. Donc très certainement plutôt le matin, pour éviter qu'il y ait déjà eu beaucoup de passages dans les cabinets, ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que les patients vulnérables, on a une liste, on les rappelle, on leur explique, on les rassure, on leur dit qu'on ne les a pas oubliés, mais on essaye autant que possible de ne pas les prendre tout de suite en charge. Après, on a aussi les patients qui ont été déplacés et qui avaient des traitements en cours. S'ils ne font pas partie des personnes vulnérables, celles-là, on essaye aussi de les reconvoquer assez rapidement pour pouvoir continuer nos traitements, parce qu'on sait très bien que, je ne sais pas, un traitement chirurgical, implantaire, ce que tu veux en cours, c'est quand même bien d'essayer de suivre tes timings, autant que faire se peut. Et puis l'implantologie, je ne suis pas sûr que ce soit si risqué que ça, parce que ce qui est vraisemblablement le plus problématique pour nous, c'est ce qui crée de l'aérosol, c'est-à-dire le détartrage, la turbine, l'implantologie, enfin la chirurgie de manière générale. Non, ce n'est pas l'urgence, mais tu vois, tu avais des patients avec des abcès, des patients qui avaient des dents à extraire. Moi, j'ai une petite patiente qui avait des dents de sagesse, par exemple, à extraire, parce que je ne fais pas que de l'implantologie, hein, je fais aussi de la chirurgie, qui s'est retrouvée quand même avec une cellulite parce que son accident infectieux de dents de sagesse s'est mal passé. Et moi, je devais l'avoir normalement pour extraire. Clairement, je l'ai mis en premier sur ma liste à rappeler pour pouvoir la prendre en charge, pour éviter que ça traîne et qu'elle se reprenne des antibiotiques. Donc, c'est aussi du bon sens. On a aussi une liste de patients qui étaient des traitements à planifier dans le mois à venir, globalement juste avant qu'il y ait le confinement. Donc, ceux-là, on va aussi les recontacter. Ça permet aussi de relancer quand même notre activité, parce qu'il faut aussi penser à ça. Et puis, finalement, il y avait des rendez-vous annuels. Donc, on a un peu hiérarchisé ces rendez-vous de manière à dire, on va essayer aussi de faire un patchwork de rendez-vous. Puis, nous, on a des hygiénistes. Donc, nos hygiénistes, elles revoient les patients parce qu'il y a une demande de la part des patients pour être vus par les hygiénistes. Par contre, elles ont la recommandation de ne pas utiliser ou au minimum les aérosols et de faire un détartrage à la main, un peu à l'ancienne, mais qui est malgré tout efficace s'il est bien fait par une hygiéniste. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. On l'a fait comme ça.
très longtemps et on sait toujours et encore le faire. Donc, je pense que… ouais. Et qu'est-ce qu'on a comme réaction de nos patients? Ça, c'est assez marrant parce qu'on Ça, les c'est une bonne appelle. question. Parce que nous, on va se poser la question dans peu de temps. Hein. Mm. Euh, c'est assez tranché. On a l'impression, je discutais avec Tiffany Jolivet, par exemple, qui est la chef de clinique de la clinique de Vevey, qui est une assez grosse clinique au sein du groupe. Et elle me disait que c'était assez clair, les réactions, c'est soit oui, soit non. Mais globalement, ils ont un peu décidé avant, savoir s'ils allaient venir ou pas, et si finalement ils acceptaient, entre guillemets, euh, cette prise de risque, qui n'en est pas forcément une si on fait bien les choses, je pense clairement, parce qu'au niveau de la section, on est hyper au point là et on fait Oui, mais vraiment c'est ce les qu'il faut. dentistes qui font ça. Oui. Mais il y en a une quand même. Donc il y a des patients qui clairement même ont anticipé, a demandé à être dans les premiers à être appelés parce qu'ils voulaient aller de l'avant. Certains profitent qu'ils soient encore en période de confinement pour faire les soins avant de reprendre leur activité. Ah oui, parce Donc que ça, certains, oui, bien sûr, certains n'ont pas encore repris. Vous avez repris, mais pas tous. Oui, c'est et vrai. ouais, Il y en a qui vont tout reprendre à le 11 fait. 000. Oui, Donc d'accord. par exemple, la pédodontiste, elle est Ah, full. Moi, pareil. ouais. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Mon agenda pour la semaine prochaine est plein. Et voilà, donc après, on est dans ces cas-là. Après, j'ai aussi eu des patients, une patiente notamment, qui avait un traitement implantaire qui était prévu et qui m'a clairement dit, moi, je travaille dans l'hôtellerie, je ne sais pas de quoi va être fait le futur pour l'instant, donc on reporte le traitement. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner, le pourcentage de patients qui font ça. On va voir il faut laisser passer 1, 2, 3 mois pour en avoir une idée plus claire, mais très certainement qu'il y aura aussi des cas comme ça. Je veux dire, pour certains, ça va avoir été une période assez dramatique au niveau économique. Hein. Oui, oui, oui. Ça, on mesurera, je sais pas, en septembre, l'impact réel. Hein. Ouais. Ça, Mais c'est vrai que voilà, et on fait, et on a aussi, tu vois, expliqué aux assistantes comment, enfin, on a pas mal de patients qui nous demandent quelles mesures de protection vous prenez. Ah oui, donc les patients sont demandeurs de mesures de Ouais. protection visibles, en tous les cas, de votre part. Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais, donc on leur explique. Et très étrangement, il y a aussi eu des patients qui apparemment demandaient quelles mesures de protection on prenait pour eux, mais aussi pour nous. Ouais, C'est assez marrant. Donc ouais. c'est vraiment pas inintéressant cette reprise. En tout cas, euh, nous, on a du travail, quoi. Ça, c'est clair. Après, ça a été très organisé en amont. Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été faits. On a beaucoup gardé le contact avec les patients. On a communiqué. Et ça, je pense que… Et aussi, ce qu'on se disait, c'est que la qualité du recall, de l'appel du patient par notamment la personne de l'accueil ou de l'assistante, la chaleur, l'humanité dans cet appel joue pour beaucoup dans le fait que ça puisse rassurer les patients et les remettre en confiance dans ce qu'on leur propose. Oui, je pense que ça, c'est fondamental. Je pense que en France, beaucoup de cabinets, alors s'y sont mis pour certains, en tout cas vont s'y mettre maintenant, puisque nous, le démarrage, c'est dans moins de 15 jours maintenant. Hein. Alors, Mm. les pollutions, c'est pas bien cerné encore pour l'instant, mais j'ai le sentiment, si tu veux, que ça va ressembler étrangement à ce que tu racontes pour la Suisse, et notamment les recommandations de la SSO sont très proches des ARS, enfin des recommandations de nos instances à nous. Hein. Il y a pas, il y a une chose que tu n'as pas mentionnée que nous, sur lequel on insiste pas mal, c'est quand même qu'il faut que les soins se fassent dans une salle dans laquelle il y ait une fenêtre pour pouvoir aérer. Quoi. Ouais, bah, c'est pour ça, enfin, c'est une des raisons principales pour lesquelles nous, dans nos cliniques, là, on est sur 2 fauteuils, Ouais, c'est que ouais. ça nous permet d'avoir des temps d'aération tout à fait suffisants entre chaque patient. Déjà, de laisser le temps à l'assistante de décontaminer correctement, de laisser les produits, etc. Mais aussi, tout simplement, de permettre ce flux d'air naturel par une aération. Et on sait que normalement, il faudrait 10 minutes. Là, même en faisant ça, on prend encore plus de précautions. Oui, oui, la recommandation, c'est 10 minutes, c'est ça. Alors, 10 minutes d'aération, ça ne veut pas dire 10 minutes de nettoyage, c'est que le nettoyage a Ouais, été ouais, fait, d'aération. soit bien sec, et ensuite on a l'aération. Et donc, effectivement, travailler sur 2 fauteuils, moi, ce qui est mon cas depuis toujours, hein, c'est un plus. Quoi. Ça, c'est évident. C'est un plus. Bon, ça, oui, j'ai le sentiment, nous on arrive à 15 jours après vous, hein, mais qu'on est sensiblement sur la même courbe, avec finalement pas tellement de contraintes. Hein, on ne sera pas déguisé en cosmonaute, les patients seront reçus à peu près normalement. Une chose, beaucoup de cabinets se posent la question, est-ce que vous avez mis des plexiglas devant les banques d'accueil
là où les patients viennent prendre leur rendez-vous ou règlent. Est-ce que vous avez fait comme dans beaucoup de boulangeries en France où il y a des plexis, c'est pas un diaphone, hein, on ne va pas aller jusque-là, mais est-ce que vous avez fait ça? Il me semble pas, j'avoue que je n'oserais pas te dire parce que j'ai pas revu l'accueil depuis quelques temps maintenant, mais il me semble pas. D'ailleurs, dans la photo que j'ai faite, là, j'ai pas vu de plexiglas. J'ai regardé justement. Non, après, oui. Bah, après, est-ce que C'est très remarqué, c'est certainement, le marquage au sol, ouais. ouais. Il y a le Ouais. marquage au sol, il y a d'autres mesures. Est-ce que voilà, nous, on va être un peu quand même déguisés en cosmonautes pour commencer, parce qu'on va avoir ces fameux masques FFP2 à porter, on aura les lunettes, on va avoir les visières, on aura nos Oui, mais nous pareil, surblouses. hein. Nous pareil. Je ne sais pas comment, enfin, ça risque d'être assez pénible au long de la journée de travailler comme ça, parce que mine de rien, porter ce masque, c'est pas un confort absolu. Donc, combien de temps ça va tenir? Tu peux pas utiliser tes loupes, c'est difficile en tout cas, ou alors il faut des visières hyper avancées, mais tu te prends sur le patient avec ta visière. Alors, c'est pas un confort absolu de travail, hein. Donc, mais non, mais on ne sait pas en fait du tout combien de temps ça va durer, parce que encore une fois, dans les recommandations de la SSO, on sait à partir de quand elle commence, mais en aucun cas il y a une deadline sur quand on pourra reprendre notre activité comme d'habitude. En même temps, il y aura un avant-après, on reprendra jamais comme d'habitude, faut pas rêver. Voilà. Ah, je ne sais pas, hein. Personne capable de le dire. Alors, et alors après, la dernière question que je vais te poser, ce serait intéressant d'ailleurs de refaire une interview avec toi après la reprise, quelques jours après la reprise, que tu nous redonnes un peu ton sentiment. Volontiers. On le fera peut-être. Et l'autre question que je vais te poser, c'est finalement, penses-tu qu'il y aura un impact sur notre façon de travailler, mais pas dans les quelques semaines, mais disons si on se projetait à moyen terme? Ouais, je pense clairement, enfin moi vraiment, hein, j'ai l'intime conviction qu'il va y avoir un avant-après. Je suis d'un naturel assez optimiste, mais on s'est quand même pris une sacrée claque avec ce coronavirus. Je pensais pas un jour dans ma vie vivre un confinement. Je t'avoue que je n'ai pas connu la guerre et je me disais, bon, moi, je vais jamais trop connaître un truc incroyable. Ouais, si, bah, en fait, si. Et mes enfants aussi, hein, ça m'interpelle. Je pense pas que qui que ce soit sorte complètement indemne de cette histoire. Ça va laisser des traces. Et ça, je pense vraiment. Mais oui, il va y avoir des changements. Déjà, la sexy d'hygiène. Je veux dire, déjà, rien que ça, on va avoir des changements, je pense, clairs sur la prise de conscience de la part des médecins dentistes, premièrement, parce qu'on n'a jamais vu autant de vidéos sur la propagation des micro-gouttelettes, sur ce que font nos aérosols, où ils vont se déposer, etc. etc. Euh, sur aussi, par rapport à l'asepsie, je pense que nos patients vont être beaucoup plus alertés. Et ça, c'est pas rien. Et je pense qu'on va devoir être en capacité de les rassurer. Et c'est pas si simple, et j'y reviendrai, mais c'est là où je pense que, par exemple, le digital a tout son rôle à jouer. Parce que tu as vu, comme moi, les entretiens, je pense que tu en as vu certains avec Coachman, il y avait pas mal de questions, les coffee break là, de Coachman. Il y avait pas mal de questions qui étaient posées à des intervenants divers et variés. Et puis, souvent revenait cette idée de qu'est-ce qu'elle apporte la technologie dans un cabinet. Bah déjà, en fait, elle apporte le fait que émotionnellement, tu te dises que ton médecin dentiste, il est là au niveau de la technique et pas ici. Et que du coup, comme il a de la technicité, donc ça passe par le digital, hein, ça passe par l'empreinte digitale, ça passe par le fait d'avoir le CBCT que tu peux montrer aux patients, etc. Tu vas lui montrer que tu es vraiment au top de ce qui se fait. Et si tu es au top de ce qui se fait au niveau technologique, très certainement que tu es au top de ce qui se fait pour le reste. Et Ouais. le reste, c'est l'asepsie, c'est tout ça. Donc c'est déjà, ça va être émotionnellement quelque chose d'assez intéressant d'avoir de la technologie dans son cabinet. Ouais. Et on a bien vu comment tu peux faire adhérer un patient euh, à certains traitements. Si tu lui montres sur un bout de papier, un bout de schéma, ok. Mais si tu lui montres que tu as planifié son cas, que tu y as réfléchi, que vraiment tu as tout en main pour le faire au mieux de ce qui peut se faire, et là il va se dire, oh là là, il est hyper high-tech, ça va fonctionner un peu mieux. Donc tu vas le faire adhérer en fait. Donc moi je crois que ça va être déjà un grand challenge de réassurer nos patients et je pense que la technologie peut aider. Juste petit aparté, deux apartés, parce que sur cette histoire d'asepsie, nous en Suisse, on a une taxe
Ah oui, ça, pour mais la ça, sécu. c'est essentiel. Vous avez un code? On a un code, donc attends, alors pareil, est-ce que j'arrive à partager mon écran là-dessus? Euh, on a une nomenclature. Non, il n'y a pas de qui plexi est- là. Je l'ai vu, vous n'avez pas de plexi. Non, on n'a pas de plexi. Mais tu vois, D'accord. Mais là, par on contre, a vous un avez autre jugé cabinet avec hydroalcoolique, un on voit plexi. bien les marquages. Oui, oui, d'accord. Ouais. Mm, mm, Oui, mm. Et puis, par exemple, voilà, c'est ça. On a un tarif dentaire qui est somme toute assez récent, celui-ci qui date il y a 2 3 ans. Et puis en fait, ce tarif dentaire, il y a un code. Alors nous, tout est tarifié, tu sais, chaque chose de l'anesthésie à la pose de digue, ça correspond à une ligne de tarif à chaque fois, ce qui n'est pas le cas en France, hein, on a un peu regroupé les actes. Et en fait, là, on a un code qui est le 4300, on le connaît par cœur, hein, qui est une taxe de base pour la désinfection. Jusque-là, on ne l'appliquait pas tout le temps. Très certainement que là, avec toutes les mesures de précaution qu'on va devoir prendre et le surcoût que ça engendre, parce que ça engendre un réel surcoût là quand même entre les masques, etc. Un FFP2, c'est pas donné. Enfin bon, bref, On est, on on va est devoir la mettre à chaque fois. on a aux alentours de 4 euros en France, un TTC. Hein. Ouais, donc c'est lourd. Donc cette taxe, c'est aux alentours de 15 francs, je crois, quelque chose comme ça. Tu vois, mais en attendant, elle peut être mise à chaque fois. Donc ça, c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand on l'a mise en place, je me suis vraiment dit, oh là, mon Dieu, les patients vont râler. Et en fait, Ça date pas de vraiment. 2018, 1er janvier 2018. Euh, ouais, cette taxe, c'est ça. C'est un nouveau tarif 2018. Il y a 500 actes dessus. Et en fait, oui, moi, je me suis dit, les patients n'ont pas l'accepter. Puis en réalité, si, c'est une taxe qui est comprise, intégrée. Il y a une forme d'éducation à ça. Bon, là, je pense que ça va passer encore plus facilement, ça c'est clair. Et puis, ça me fait penser à la White Clinic de Stanley Miguel qui parle de la slow dentistry. Ben, ça veut dire qu'on va clairement devoir aller, je pense, vers des concepts comme ça que nous, on essaye déjà de mettre pas mal en place dans nos cliniques. On a des coordinatrices de traitement, voilà, donc on a des traitements qui sont bien élaborés. Et ça veut dire qu'en gros, tu arrives à faire en sorte que tu rationalises les soins en réalité. Donc, Ouais, quand on voit un patient, il va passer d'un spécialiste au médecin généraliste, etc. Mais à chaque fois qu'on va le voir, on saura déjà à l'avance globalement ce qu'on devra faire. Et puis, on ne va pas faire un composite une fois et un autre geste une autre fois. On va rationaliser notre soin. Donc, c'est assez intéressant et je pense que c'est comme ça qu'on pourra aller vers des principes comme la slow dentistry, à laquelle je crois, toi, tu adhères aussi beaucoup, qui a tout son sens. nous, on fait partie de ce groupe-là. Moi, je connais très très bien Miguel, c'est un copain. Mais oui, on fait partie de ce groupe-là. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est sur la coordinatrice de soins. Alors, c'est un métier qui n'est pas très connu en France, mais qui va le devenir de plus en plus, ça j'en suis intimement convaincu. Ce sera même une des forces des cabinets à moyen terme. Et c'est vrai qu'il y a une fonction que je n'avais pas associée à la coordinatrice de soins, c'est justement dans la gestion des plannings en fonction du Ouais. concept de dentisterie, de slow dentisterie, en tout cas du respect des normes d'hygiène. Ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Et tu fais bien d'insister là-dessus. Je pense qu'effectivement, ça va intégrer sa fonction. Exact, exact. J'étais hyper surprise, mais je suis allée à Sao Paulo pour parler avec Christian Kochman sur un outil qu'on a développé. Et en fait, il avait carrément tout un cours, c'était la Residency 2, c'est vraiment ceux qui utilisent déjà le Digital Smile Design, puis qui ensuite essayent vraiment de voir, d'aller plus dans les finesses de la mise en pratique. Et en fait, il y avait tout un cours sur comment tu gères l'agenda. Et en fait, ils ont pareil, des codes couleurs pour chaque chose. Tu dois cliquer pour dire que tu es OK, pour que la suite, hop, c'est bon, on est passé d'un stade à l'autre. Donc, c'est finalement super intéressant parce que si c'est bien mené, ça fonctionne bien. Ouais. Donc, ça, c'est, ouais, première chose, c'est l'asepsie. Moi, il y a un deuxième point qui m'a interpellée pour la suite. J'espère qu'on va faire un effort sur les vaccinations. Ben, Parce que, faut-il encore qu'on trouve un vaccin, hein. ouais, mais en fait, je parle déjà rien que du vaccin pour la grippe. Parce que nous, on propose le vaccin pour la grippe dans nos cliniques. Alors, certains adhèrent, d'autres pas. Mais j'ai l'impression, j'espère que via cette crise qu'on a là, les gens prendront conscience que vacciner, Oui, oui, ça sert. oui. C'est un vieux débat. Je ne sais pas si en Suisse vous avez ça, mais nous en France on a ça effectivement. Bah oui, complètement. On l'a Oui, oui, également, mais tu vois, oui. ils l'ont réglé de manière assez claire. Par exemple, au HUG à Genève, tu portes un badge si tu es vacciné ou pas vacciné. Ouais. Pendant toute la période d'épidémie de la grippe,
si tu as été vacciné, tu peux te balader librement dans l'hôpital. En revanche, donc le HUG, c'est les hôpitaux universitaires de Genève. En revanche, si tu n'as pas été vacciné, tu portes un badge disant que tu n'es pas vacciné et tu as obligation de garder ton masque quoi qu'il se passe. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils avaient eu, je sais plus quand c'était, bon bref, 2012, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont eu des décès dans l'hôpital de patients qui avaient attrapé la grippe à l'hôpital. Très certainement par le personnel soignant, et ça les a beaucoup fait réfléchir parce qu'il y avait eu 12 ou 13 décès imputables à cette épidémie au sein de l'hôpital, ce qui n'est pas anodin du tout, et ça les avait fait réfléchir sur le fait de faire les vaccinations. Alors moi, quand j'explique à mes assistantes que la vaccination pour la grippe, c'est pas pour elles qu'elles la font, mais pour nos patients vulnérables, j'espère que ce message-là, il va réussir à passer. Oui, peut-être, oui, peut-être. Oui. Mais je l'espère en tout cas. On verra. Mais ça, c'était un petit aparté donc, sur ce que je pense, moi, de ce qu'on a eu. Et puis, j'aurais envie de dire, le digital, il n'aura jamais eu autant sa place qu'en ce moment. Deux choses. Déjà, il y a des initiatives multiples qui ont été faites grâce au digital. Il y a eu des fichiers STL qui ont été partagés. Ça, nous, on les utilise tout le temps quand on fait du digital. Mais là, ça a été partagé pour la bonne cause, pour faire... c'est assez sympa pour faire des visières, pour faire des choses comme ça. Moi, j'ai adoré. J'ai vu des initiatives. Où est-ce qu'elle est? Je vais juste la mettre parce qu'on la connaît tous les deux et que c'était sympa de l'avoir fait ça. Voilà, Maude, par exemple, qui a fait ça à l'hôpital à Lyon. Et qui Alors, il n'y a s'est pas que dédiée. Maud, hein. Là, tu as Mais mis Maud parce plein que tu les d'autres. connais, mais il y a quantité de gens qui ont fait ça. Il faut les Exactement. saluer, Et hein. ça, j'ai trouvé ça assez génial. Oui, oui. J'ai adoré cette idée de partage. Ça m'a énormément plu. Au même titre qu'il y a eu un énorme partage d'informations, tu vois, sur notamment les webinars, tous Oui. ces Attention, formats-là. Moi, je me suis éclatée, j'en certain, ai vu plein. c'est qu'il y a au moins un domaine dans lequel le numérique va transformer notre façon de travailler, c'est sur l'échange d'informations et sur la formation. Complètement. Alors, je ne dis pas que la présence physique des formateurs, c'est fini, hein, tout va passer par les... N'empêche qu'il y a des outils qui ont été développés et on a pris l'habitude d'échanger par voie numérique, hein. D'ailleurs, le fil d'Aria naît de ça, hein, et Aria va garder évidemment son congrès, mais va développer aussi une plateforme de formation avec des modes de formation un petit peu originales via les médias, en plus du congrès physique. Et d'ailleurs, Stéphane Koubi l'a très bien dit dans son interview, lui aussi, il voit l'apparition d'une nouvelle pédagogie avec tous ces outils-là. Alors, pas forcément sous forme de webinaire un peu long, mais il y aura, il y a la formation inversée, il y a plein d'autres choses, les checklists qui vont venir, je pense, envahir notre exercice. Et quand on revient, lui à toi disait aussi dans son interview que vraisemblablement, comme tu l'as dit sur l'échange de STL, mais aussi sur l'échange de compétences, qu'on va être capable de mettre en réseau finalement l'étude de nos cas cliniques, la compétence d'une manière générale avec ces médias. Je crois qu'effectivement, là, il y a un impact massif Ouais, massif. Moi, pour la clinique, là, je devais regarder un peu les formations validantes pour mes confrères, voir un peu ce qu'on pouvait proposer. Et à la fin, j'étais débordée parce que j'ai dû faire des updates tous les jours, tellement il y avait de formations qui arrivaient. J'en pouvais plus. Je me suis demandé pourquoi j'avais accepté ça, mais c'était super sympa parce que du coup, j'ai eu des super confs. Ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça stimulant. Puis aussi, je me dis peut-être, tu vois, pendant le Covid, là, Elsevier ou autres, qui sont quand même des gros éditeurs, ont accepté la de quintessence. partager librement tout ce qui avait rapport au Covid. Je dis bravo, j'aimerais bien qu'ils fassent plus parce que tous les pays, dans plein de pays, l'accès à certains articles est impossible. Tu ne peux pas payer 30 dollars par article dans certains pays ou même chez nous. Enfin, quand tu fais une revue de littérature et que tu as 30 articles à aller regarder, ça devient vite une somme colossale et ça peut retenir. Je pense que ça participe parfois d'un manque d'information parce que tu ne peux pas aller juste pour voir un article payer 30 dollars à chaque fois. Donc ça, c'est aussi, j'espère que ça va peut-être pouvoir faire bouger les choses, je l'espère. Mais voilà, ouais. Et puis, du coup, ouais, le digital, c'était ça, c'était ce partage d'informations que je trouve assez génial. Et puis une ouverture, une richesse incroyable. Puis c'est aussi la dématérialisation. Et là, on voit encore plus l'intérêt de la dématérialisation
parce que via la digitalisation, via le workflow, on arrive à dématérialiser tellement d'actes et puis on voit qu'on a beaucoup moins de risques au niveau de l'asepsie. C'est plus simple quand même de gérer même un stockage d'une empreinte digitale qu'une empreinte alginate qui va moisir, qui ne sera pas propre, qui pourra être contaminée quand tu l'envoies au laboratoire, etc., etc. C'est partie de la recommandation de l'agence de l'ARS du Rhône, par exemple, de Oui, favoriser. tout à fait. Et puis aussi le digital, et là, tu vois, on le voit, comme tu le disais très clairement, on a tellement communiqué pendant cette période. On est confinés, mais on communique tous énormément en ce moment, c'est ce qui est sympa, mais on garde un lien. Mais typiquement, là, pour la rentrée, donc moi, j'ai des chirurgies guidées. Je suis une adepte de la chirurgie guidée. Je pense que tu as été un professeur convaincant. Donc j'ai commencé en 2004 avec toi et depuis j'ai pas arrêté parce que c'est vraiment génial. Je pense qu'il n'y a rien à prouver sur le fait que ça apporte beaucoup. Mais typiquement hier, j'avais 6 ou 7 chirurgies guidées que j'ai fini de planifier avec mon prothésiste en respectant le confinement parce que tout simplement on a fait à distance, il voyait en direct où je mettais mes implants, on discutait de savoir si c'était le bon matériel, ce qu'on allait faire au niveau de la stratégie prothétique et comment. Donc j'ai pu tout faire à distance. Mais en fait, je communique beaucoup plus avec mon dentiste comme ça, mon prothésiste, pardon, comme ça, que si j'avais pas cet outil. Parce qu'en fait, sinon, comment tu fais pour communiquer avec lui? Il faut que tu le vois, il faut qu'il vienne, il faut que tu aies le temps. Entre deux patients, c'est quasiment impossible en général avec les emplois du temps qu'on a. Donc on le fait mal, on le fait pas correctement. Alors que là, c'est génial. On a tous les outils, on voit exactement où on est super précis. Il y a un vrai plaisir à travailler comme ça. C'est une équipe. C'est pas, je suis pas contre mon prothésiste, je suis avec lui et ça, c'est vraiment top. Et donc, oui, là encore, tu vois, une fois encore, même pendant ce confinement, je peux planifier mes chires parce que tout est dématérialisé. C'est comme ça qu'avec Maxime Gesson du Mojo, on a pu, quand on était à Sao Paulo tous les deux, planifier un cas pour ensuite faire la chirurgie ensemble en France avec Uli Yoshil qui nous faisait la prothèse de l'Italie. Donc c'est quand même assez génial et on a pu convoquer finalement les personnes qui nous intéressaient pour travailler sans aucune difficulté, avec beaucoup de plaisir. Donc ça c'est sympa. Moi je pense que c'est aussi une des choses super importantes du digital, c'est que via le digital, contrairement à ce qu'on peut croire, on communique beaucoup. Moi, j'ai des anecdotes comme ça. Il y a un certain nombre de cliniques qui ont des patients qui traitent à l'étranger. Et j'ai eu plusieurs fois des patients qui étaient en France, qui se faisaient traiter par des cliniques soit en Allemagne, soit la White Clinic, par exemple, en, à Lisbonne ou même en Italie. Et les patients étaient passagers en France ou ils habitaient en France. Et on a eu à réparer, par exemple, un bridge provisoire sur des grosses reconstructions. Et donc, la clinique dans laquelle ils se faisaient soigner les adressait chez nous. Et on recevait le fichier numérique et on a été capable de refaire réimprimer ou refraiser les bridges provisoires avant de voir le patient. Et effectivement, quand ils arrivaient, on déposait le bridge cassé, le bridge provisoire cassé, on remettait le neuf, et ça prenait un quart d'heure, quoi. Alors qu'en technique classique, ça nous aurait pris plusieurs séances et c'était impossible, quoi. Donc il y a dans cet échange avec le numérique quelque chose qui est assez, pas que pour la connaissance, également pour le traitement des patients, qui va être extrêmement intéressant à vivre. On ne sait pas exactement comment ça va se développer, mais en tout cas, ça ouvre des possibilités qui sont assez énormes. Ouais, C'est génial, je vois, par exemple, tu vois, avec Maxime, j'adore son système, là, le Mojo, je trouve ça génial. Et on avait un cas donc, ensemble où il y avait 7 ou 8 implants à poser en haut et en bas, avec extraction, pose des implants, mise en place des prothèses. Il a pu, grâce à son système, enregistrer l'occlusion du patient avant, qu'on a pu retransférer sur la prothèse provisoire immédiate, qui est mise en place le jour même de la chirurgie implantaire. La chirurgie, elle dure une demi-journée, mais le patient, il repart, tout est nickel. L'occlusion, il n'y avait rien à retoucher, c'est assez fabuleux. Et il était confortable parce qu'on avait pu retransférer correctement aussi cette occlusion. Donc, il avait son occlusion de départ de confort. Ça, c'est extraordinaire. Et je pense que, voilà, clairement, tu ne peux pas faire ça en dehors du digital. Tu fais comment? C'est d'une complexité absolue. Et puis, c'est très enthousiasmant, en fait. Moi, je crois que là où
certains ont l'impression de se faire déposséder un peu par le digital. Au contraire, c'est bien au contraire, tu reprends encore plus possession des cas que tu gères, parce que faut pas se leurrer, le digital, par exemple une chirurgie guidée, si tu sais pas faire de la chir, faut pas te lancer dedans, hein, que les choses soient claires, ça va être la cata, parce que si ton guide a un souci quel qu'il soit, tu dois pouvoir le gérer. Et tu dois être à l'aise avec ça. Mais c'est un outil indubitablement très puissant. Donc, passer à côté, c'est… Et je pense que, tu vois, c'est ce qu'ont compris des très grosses structures. Et je crois que le docteur Koubi, hier, en parlait bien, mais en disant que, par exemple, dans des grosses structures, nous, un workflow bien organisé, c'est primordial. Ça nous permet finalement de gérer la communication avec chacun, d'avoir des flux qui soient, des process qui soient hyper cadrés, qui fonctionnent, qui marchent. Et j'ai l'impression que dans le futur, on va quand même aller vers ce type de procédure. Je suis d'accord, d'autant que je reviens sur ce qu'avait dit le 22 avril Stéphane Koubi. Il avait dit que la première phase du numérique n'avait pas permis une pénétration importante. La deuxième phase, ce serait effectivement l'organisation des workflows autour du numérique. Surtout si effectivement l'avenir, alors l'avenir nous le dira, hein, si c'est l'accroissement de taille des cabinets, ce qui se passe un peu en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Oui, dans pas mal d'endroits. Pas mal d'endroits. Bon, Marion, ça m'a fait plaisir de faire cette interview ensemble. Donc, continuez à bien travailler. Vous avez 15 jours d'avance sur nous. Donc, on va suivre avec… je te dirai comment ça se passe. Premier jour lundi. J'avoue que je suis contente de retourner travailler. Mais en même temps, j'ai une petite appréhension parce que je pense qu'on va pas y aller exactement comme avant. Alors, je suis optimiste, donc je pense que ça va être intéressant. On aura des échanges riches avec nos patients, avec nos collègues. On s'est tous un peu manqué malgré tout, mais j'attends de voir un peu comment ça se passe. Et puis j'attends de voir aussi un peu comment vont réévoluer les courbes malgré tout de ce virus, parce que qui dit effectivement dit reprise de risque aussi quand même. Donc je pense qu'on va être un pays intéressant à observer. Mais soyons positifs, je pense qu'on se relève de tout. Et mieux généralement. Ouais, c'est ça. Il faut profiter de ce que fait une crise pour essayer de se grandir soi-même. Hein. De toute façon, il faut profiter de tout ce qu'on va apprendre. On te reverra, on refera une petite interview de toi juste avant de diffuser celle-ci. Tout simplement pour savoir ce qui s'est passé, puisque la diffusion de cette interview va se faire juste après votre reprise. Donc, comme ça, on aura un petit ressenti. Ça sera plutôt intéressant. En tout cas, merci pour nous avoir fait partager ce que vous avez fait pendant le confinement, comment vous avez préparé la relance. Et puis, on se revoit très, 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 très vite pour savoir comment la reprise s'est faite. Comme ça, nous, dentistes français, on saura exactement ce qui s'est passé dans les premiers jours de la reprise. Par contre, ce qui est positif, c'est que les patients sont toujours là et sont demandeurs de rendez-vous. Parce qu'on aurait pu croire qu'on aurait pu craindre, si tu veux, qu'ils ne souhaitent plus venir. Mais finalement, ils ont insisté. Ouais, on a très peu de personnes un peu inquiètes, mais celles qui sont inquiètes, c'est celles à qui finalement on recommande pour l'instant de ne pas trop sortir. C'est plutôt les personnes âgées, vulnérables, à qui on demande encore finalement de suivre un principe de précaution. Et comme ils sont au courant que ce principe de précaution s'applique en général, ils comprennent bien que pour nous, c'est la même chose. Mais globalement, les patients sont assez contents et enthousiastes de nous revoir. C'est cool ça aussi, hein. C'est cool, ça c'est super sympa. C'est extrêmement positif. Donc là, on se revoit très très bientôt avec plaisir pour discuter des quelques premiers jours de reprise et voir comment ça s'est passé chez vous. Ça donnerait la tendance pour chez nous, parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement nos recommandations, d'une part et d'autre part la façon dont on a vécu le confinement, sont extrêmement proches entre la France et la Suisse. Marion, merci. À très très bientôt. Au plaisir, à bientôt. Salut Thomas.